Vous les applaudir chaleureusement. Alors, des problèmes de train, des problèmes de projecteur, des problèmes de micro, mais ça y est, cette fois c'est fait. On y est arrivé. Alors, j'ai plein de questions pour vous et je suis sûre qu'il y en a plein de le public aussi, mais la première question que j'ai envie de poser, c'est pour Alex. Comment est née Kika ? Pourquoi ? Comment ? D'où vient-elle ? Oui, il faut se mettre sur la marque blanche. Ah, merci. Merci d'être resté. Oui, c'est un peu à chaud, hein, forcément. Oui. À chaque fois, la dernière scène, je me dis, pouah, même moi, je ne peux pas la regarder. Comment est née Kika ? Voilà, j'étais enceinte. Et je me disais, wow, si mon compagnon meurt, je vais me retrouver seule, mais avec 2 enfants. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je ferais pour pouvoir continuer à faire des films et nourrir ces 2 enfants ? Voilà. La réponse, donc. J'ai un ami qui est assistant social et dominateur. Et j'ai fait un peu un mix entre lui et moi. Puis une sorte de continuité avec vos documentaires, notamment aussi, et sur la place de la parole, de l'écoute, et puis de la douleur aussi dans la vie des gens, la façon dont on la prend en charge ou pas. Oui, il y a les 2 films, sauf qu'il peut, donc il y a un film sur l'hôpital public. C'est vraiment un film sur ce nœud entre notre souffrance à nous et la souffrance des autres. Et qu'est-ce qu'on fait de ces souffrances mêlées ? Et puis il y a aussi la question donc, de la violence institutionnelle et de la façon dont les travailleurs sociaux, comme les soignants et comme beaucoup d'autres gens, sont pris en étau entre l'injonction d'aider et l'impossibilité qu'ils ont par manque de moyens d'aider. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont finalement assez similaires dans ces 2 films. Alors en même temps, ceux qui ont vu Sauf qui peut, c'est quand même 2 salles dans 2 ambiances. Hein. Mais il y a beaucoup de liens puisque j'ai écrit les films l'un et l'autre en même temps. Alors, pour incarner le film, il fallait trouver la comédienne qui puisse être Kika. Manon, qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez découvert le scénario et quand vous avez rencontré Alex, qu'elle vous a proposé le rôle ? J'avais 2 jours pour le lire avant le casting, donc on m'a vraiment dit tu lis ça maintenant. Ce que j'ai fait, vraiment, dans la demi-heure. Et je tournais les pages et je sais pas, je suis tombée amoureuse quoi, de tout. Enfin, tout me parlait. Je sais pas, vraiment, c'était comme si j'avais l'impression de lire un scénario que j'aurais rêvé de faire quoi. Et c'est rare. Enfin, j'ai senti en tout cas une rencontre, un rendez-vous que je peux pas manquer. Et après, voilà, j'ai commencé avant le casting, du coup, à me renseigner sur Alex et à la stalker, en fait, et à regarder toutes ses vidéos, tous ses films. Enfin bon, je veux dire, à aussi apprendre à la connaître avant de la rencontrer. Et voilà, il y a quelque chose qui me, je sais pas, qui m'a plu, enfin, chez toi. Non mais vraiment, je sais pas comment le dire autrement. Enfin, c'est assez, je sais pas, c'est le cœur qui parle vraiment. Et vous, Alex, quand vous avez rencontré Manon en casting, qu'est-ce qui vous a fait dire que c'était elle, Kika, ou que c'était elle qui allait pouvoir nourrir ce personnage et l'incarner ? On n'a qu'un micro. Plein de trucs. On l'a cherché longtemps. Hein. On l'a cherché pendant 2 ans. Donc bon, quand c'est Emmanuel Nico qui a fait le casting en France et oui, voilà, Belgique, merci Emmanuel. Et c'est Yona qui a fait le casting, Yona Deperetti en France. Et on a vu beaucoup de personnes, parfois pas connues, parfois très connues. Et quand elle m'a parlé de Manon, j'étais là, ouais, mais en fait, elle est beaucoup trop jolie. Et elle est aussi trop jeune. Et mais en fait, bon, je l'ai quand même vue en essai aussi parce que j'étais désespérée. Enfin, il y a un moment donné, Attends. Okay. Attends, c'est le début. Il faut partir loin pour faire une bonne histoire, tu vois. Et en fait, quand je l'ai vue en essai, c'était évident. Je savais que c'était elle.
Bon, alors déjà, en essai, elle a passé la scène du caca. Enfin, vous savez, avec le... Et elle était hyper drôle. Elle a aussi passé une scène qui n'est plus dans le film, qui est la scène où elle se sépare. Et elle était... Enfin, j'avais envie de pleurer en la voyant. Donc, elle avait déjà ces deux choses-là. En plus, c'est quelqu'un d'adorable. Et il fallait, vu le parcours du personnage, que ce soit quelqu'un de lumineux, de gentil... parce que sinon j'avais peur qu'on ne s'identifie plus à elle. En plus, j'avais l'impression qu'elle était tout terrain, enfin, qu'elle accepterait de me suivre même dans les scènes les plus pas à piquer des hannetons. Voilà, quand je faisais des blagues de caca, elle rigolait, donc c'est déjà une bonne piste. Et puis, elle s'appelle Manon Clavel, comme mon producteur François-Pierre Clavel. Donc je me disais, c'est comme s'il m'envoyait quelqu'un. Et pendant les deuxièmes essais qu'on aurait dû faire, je suis restée coincée dans le train, on n'a pas pu se voir parce que quelqu'un s'est suicidé sous mon train. Donc là, je me suis dit, ça fait beaucoup. Et de toute façon, en vrai, quand je l'ai vue, j'ai su que c'était elle. Manon, une fois que cette rencontre est faite, qu'il y a une connivence autour de l'humour, visiblement, quel était le plus grand défi pour vous pour incarner Kika? Comment ça s'est passé après la préparation du rôle et puis le tournage? Pour la préparation, c'était plein de... J'ai fait un stage dans un centre social, ici à Bruxelles, à Forêt. Et elle aussi, on l'a fait ensemble. Je crois que Laurence est là. Laurence? On cherche Laurence. Bon, c'est une assistante sociale qui nous a un peu formés, quoi, de manière express. Et donc il y a eu ça, il y a eu tellement de choses. Enfin, on a répété. J'ai préparé le rôle. C'est toujours un peu. C'était il y a un an. Qu'est-ce que je crois que pendant le tournage un petit peu. Évidemment, j'ai pas vécu ce que vivait Kika, mais j'ai comme essayé émotionnellement de l'accompagner dans cette espèce de solitude et dans cet isolement et par exemple, j'ai pas pleuré pendant tout le tournage. Moi, je suis quelqu'un qui pleure tout le temps et pendant le tournage, j'ai pas pleuré parce que Kika, c'est ça qu'elle a du mal à faire et qu'on a envie qu'elle fasse. Du coup, cette scène aussi de fin avec Annelle, elle était à la fin du tournage. Voilà, j'ai essayé un peu de l'accompagner. Enfin, en fait, il y a plein de manières de le faire. Avec toute l'équipe. Tout le monde m'a énormément aidé. Les costumes, ça m'a aidé. Voilà, enfin, c'est plein de manières différentes. Annelle, justement, donc vous êtes dans cette scène clé qui est l'épiphanie un petit peu de Kika. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment ça s'est passé? Vous avez quelques scènes un petit peu spectaculaires dans le film. Donc comment est-ce que vous avez préparé le rôle? En une seconde. Mais en fait, Alex m'a demandé de jouer le rôle le lundi et je tournais le mercredi. Donc j'ai fait sur le scénario et voilà, c'est tout. Directement dans l'action. Oui. Et une fois dans l'action, comment ça s'est passé, le tournage, ces scènes, puisqu'il y a quand même plusieurs scènes. Ça s'est super bien passé. Je vais avoir l'air d'être un peu lèche-cul, mais ça s'est super bien passé. Elles sont vraiment super. Vraiment, c'est le tournage le plus horizontal que j'ai vécu de ma vie. Déjà, Alex parle aux gens comme s'ils étaient aussi intelligents qu'elle, ce qui est magnifique pour une réalisatrice. Et ça s'est hyper bien passé. Oui, il n'y avait rien de glauque, rien de malsain. Voilà. Si je devais signer pour 10 ans d'une série affreuse, ce serait avec elle. Et vous, Ethel, vous re-signez aussi? Ah, il faut pas me mettre la main trop basse sur le micro, sinon ça... Ah, voilà. Ah non, c'était pas du tout une bonne solution. Je vais venir avec le mien. Sinon, je vous prête le mien. Ah. Ouais, direct, je signe. Pour 10 ans. C'est hyper long, 10 ans. 10 ans, ouais. Pas 10 ans, peut-être, je sais pas. Non, mais oui, ça s'est super bien passé. C'était super, on a fait un stage au CPS de Forêt. Et
waouh, c'est vraiment un taf, mais c'est ouf. Ça m'a vraiment ouvert là-dessus. J'étais là, oh, je vais faire assistante sociale après. Genre, c'était super. Et puis sur le tournage, c'était super. On a essayé plein de trucs. On s'est grave amusé. Et j'ai accompagné Kika comme je pouvais. Et voilà, c'était super. Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle, des questions ou des gens qui ont envie de partager Je vois une main qui se lève là, il y a un micro qui arrive. Allô, bonjour, félicitations pour le film. J'ai vu que dans les crédits, il y avait une coordinatrice d'intimité. C'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus et je voulais savoir comment elle agissait sur le tournage, si elle était là pour former les comédiens avant. Voilà un peu comment ça se passait, quoi. Oui, donc c'est Monia, notre coordinatrice d'intimité. Et je pense qu'il y a eu elle est exceptionnelle. C'est un métier à la fois, moi je trouve, essentiel, hyper important et en même temps hyper touchy. Parce que en même temps que ces personnes coordonnent, enfin chorégraphient, coordonnent et font en sorte que ça dépasse pas et que ça déborde pas, il faut aussi laisser une forme de liberté aux metteurs en scène, à la metteur en scène ou aux actrices. Enfin, c'est vraiment difficile d'être juste à cette position-là, je trouve. Et Monia, c'était une chef. Elle s'est débrouillée comme une chef. Je la trouvais très forte. Et donc, je crois que vous avez eu des rendez-vous avant où toi, tu lui as expliqué ce que tu. Parce que moi, j'ai communiqué avec elle dans une deuxième partie et en fait, elle te demande tes limites. Elle te demande ce que tu veux, ce que tu permets d'être filmé, pas filmé. Ensuite, on a fait des répétitions avec Makita. Où on s'est regardé dans les yeux, avec Thomas, avec ma mère aussi, Khadija. Parce que l'intimité, c'est aussi, c'est pas que le sexe, c'est aussi être dans un lit avec une enfant, voilà. Et donc évidemment avec tous les clients. Et on a chorégraphié ça avec son regard. Voilà, je pense que c'était vraiment une discussion entre les actrices et puis vous deux, quoi. Une synthèse un peu de tes idées et de ce qu'on pouvait faire. Et il y a aussi une coordinatrice de cascade, Émilie, qui est dans la salle, pour toutes les séquences avec de la violence physique. Et c'est aussi hyper important d'avoir une coordinatrice d'intimité parce que même si j'en ai pas envie, j'ai quand même une relation de pouvoir, d'une certaine façon, avec tous les actrices, puisque je suis un peu la chef. Donc moi, ça m'a obligée, d'une part, à spécifier ce que j'entendais par... quand je dis, par exemple, il est écrit dans le scénario Kika et David font l'amour, ça veut dire quoi, en fait, de faire l'amour? Et donc, il faut... exprimer chaque geste qu'on souhaite voir filmé. Et par exemple, c'était intéressant. Il y a une séquence qui n'est pas dans le film où Kika et David sont dans un bain. Je voulais que David masse les pieds de Kika et Makita elle a dit mais les pieds c'est ma limite. Du coup, alors, tout le reste était bon, mais les pieds non. Donc on n'a pas filmé cette séquence. Voilà, c'est intéressant. Et puis, ce qui était bien, c'est que moi, je disais à Monia ce que je voulais, et ensuite, Monia parlait aux actrices sans que je sois là, pour ne pas que j'interfère et qu'il y ait cette position de pouvoir qui puisse, pour qu'ils puissent dire non. Et vraiment, un film comme ça, sans coordination d'intimité, tout le monde va droit au casse-pipe. Sans jeu de mots. Pire blague. Revenons sur un autre sujet peut-être. Vous parlez de cette scène du bain qui a été coupée, Alex. On sent que dans le film, les comédiens et comédiennes, ils sont chargés de plein de choses qu'ils ont peut-être jouées. Vous m'aviez expliqué que vous avez tourné beaucoup plus que l'heure 50 qu'on a vue. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça, de comment vous avez tourné, comment ça s'est passé, et puis de comment après vous avez travaillé pour réécrire l'histoire au montage? Eh bien, Agnès Brucker, qui était coincée dans l'Eurostar, vient d'arriver, qui est la monteuse du film. Donc Agnès, si tu veux dire quelque chose... Je peux l'applaudir.
Venez, venez. Je commence. Juste pour dire que donc, Agnès a monté le film pendant qu'on était en train de tourner et que quand je suis arrivée le premier jour de montage, où on était toutes les deux, le film faisait 3h50. C'est ça. 46. 3h46. Et du coup, normal, il fallait. Benoît, qui est dans la salle, peut l'attester. Un film de 3h46, normalement, ça ne marche pas. En tout cas, pas lui. Et donc, toute la question. En fait, le prologue du film était extrêmement long. On a filmé énormément de séquences jusqu'à ce que David meure. Vraiment, il y avait 1h50 de film. Oui, c'est à peu près. Enfin, je me souviens plus, mais oui, c'est à peu près ça. Ça surtout là, ça résonne. C'est surtout là qu'on a coupé, et c'est ça qui était difficile, de faire des ellipses sèches, brutales, mais qui ne perdent pas le spectateur. Voilà, c'est ça qu'on a essayé de faire. Et voilà. Je suis un petit peu le voyage a été compliqué, alors. En tout cas, c'était une vraie réécriture. On a réécrit le tournage au montage parce qu'on avait une chance, on avait vraiment des problèmes de riches dans le sens où les rushs étaient super bons. Il n'y avait pas de séquence qui était ratée et qui a fait qu'on se disait il faut l'enlever du film. Globalement, franchement, le jeu était toujours hyper. Enfin, on a l'impression qu'on fait un conte de fées là, mais c'est vrai en fait, les comédiens et les comédiennes, et vraiment Emmanuel, Forever in my heart. Les comédiens et les comédiennes, et vous aussi les comédiens et les comédiennes, étaient hyper bons. Du coup, il fallait juste qu'on choisisse comment monter ce film. Et voilà. Donc il existe une comédie romantique avec Kika et David, où David éventuellement meurt pas à la fin. Enfin. C'était à un moment donné, même Benoît il disait on va en faire un moyen métrage pour pas perdre tout ce qu'on a tourné. Et Makita, il veut appeler ça David. Bizarrement. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre intervention dans la salle, quelqu'un qui voudrait poser une question ou partager une émotion? Ah oui, là-bas. Oui, bonsoir. J'avais promis de vous stalker, donc je suis là. Oui, je fais comme la comédienne. Donc, on était venu voir Sauf qui peut. Et donc, moi, je travaille dans un hôpital, donc c'était parfait. Et donc, on avait parlé qu'on était assistante sociale. Donc, vous nous avez dit qu'il y avait un film, donc on est là. Et donc, je voudrais surtout remercier Kika parce que... et sa copine, excuse-moi ton prénom. Marie dans le film. Marie dans le film. Après, je vais maîtriser vos prénoms parce que je vais inviter toutes mes copines assistantes sociales à venir voir le film. Donc, c'était parfait. Vous avez bien montré nos rôles, nos difficultés, nos galères. Donc, je vous remercie. C'était vraiment très bien fait. Ça se voit que vous avez fait un stage parce que c'était magnifique. Et alors, bravo en tout cas pour le film. Tout était parfait. Tout était parfait. Je peux imaginer que c'était horizontal dans le tournage et dans le make-up de ce film. Donc, merci beaucoup. Donc, on va continuer à stalker. Veuillez créer une page LinkedIn, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Ça montre aussi qu'il y a une volonté de montrer la vraie vie aussi dans le film. Il y a évidemment plein de choses qui arrivent à Kika, mais il y a des bureaux qui semblent vrais. Il y a aussi des petits détails comme comment est-ce qu'on trouve une chambre quand on veut coucher avec son amant et qu'on n'a pas une thune. Qu'est-ce qu'on fait des parts de quiche qui restent à la fin de la veillée funéraire? Est-ce que c'était important pour vous qu'il y ait aussi un ancrage réel très très fort dans le film? Ici. Oui, je viens du documentaire, du coup, je pense que c'est une mauvaise habitude que j'ai. Après, je pense que le film est vraiment... heureusement qu'il y avait des gens dans l'équipe qui aussi font que de la fiction et qui m'ont aussi appris sur le tournage
à accepter que les choses soient fabriquées plus. Et ça, c'était hyper important. Mais évidemment, il y a plein de choses qui sont très documentaires dans le film, mais je suis contente que ce ne soit pas que ça. Mais après, oui, je pense que ça amène quand même une espèce de véracité. Le fait, par exemple, d'avoir tourné dans un hôtel de discrétion qui était un vrai hôtel de discrétion. Par exemple, le son... oui, voilà. Après, on a essayé, pour faire des économies avec l'ingé son, on a essayé, enfin, un coup c'était lui, un coup c'était moi pendant la pause déj. On s'y collait, on faisait des sons off. Mais mes sons et les siens sont moins réalistes. Et puis surtout, après, c'est hyper embarrassant d'être avec Agnès dans une salle à monter des bruits de moi. Voilà. C'est aussi une façon de fictionnaliser des moments de la vie qu'on ne montre pas, en fait. Donc les références que je faisais, par exemple, ce qui se passe dans une veillée funéraire, c'est pas tant que c'est documentaire, c'est plus montrer des choses qu'on ne voit pas d'habitude dans la fiction, quoi. Oui, c'est la vie matérielle, en fait. C'est ça qui m'intéressait. C'est que le cinéma, oui, ça peut être grandiloquent, etc., hyper pompeux, n'empêche que dans la vraie vie, oui, en effet, quand on enterre quelqu'un, il faut aussi faire le ménage derrière. Et ça, je trouvais ça intéressant, tout ce temps qu'elle n'a pas, pour cette place qu'elle n'a pas pour pouvoir, entre guillemets, comme on dit, faire son deuil. Ouais, non, mais parce que je trouve, par rapport à ce que tu viens de dire, moi j'ai perçu ça dans le scénario. Je pense que c'est une des choses que j'ai tout de suite hyper aimé, c'est que malgré les situations, qu'elles soient tragiques, comiques, t'avais surtout en fait tragique, t'avais toujours cette manière de d'écrire la vie qui continue. C'est-à-dire que oui, on peut être en train de quitter quelqu'un et en même temps derrière toi il y a un chien qui est en train d'essayer de faire l'amour à un autre chien. Et en fait, comment le réel, en fait, la vie elle continue quand bien même on vit des drames et parfois même dans les détails les plus débiles, quoi. Et ça, bref. Du coup, je trouvais que cet amour pour les détails rendait le film très 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 vivant. Et donc du coup ça me parle les exemples que tu cites parce que en fait le scénario il est truffé de ça. Quand on le regarde plusieurs fois, on voit tous ces petits détails là de la vie qui continue, quoi. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Oui, tout là-haut. Il faut le voir 7 fois. Moi, je voulais dire déjà bravo pour ce film parce que je l'ai trouvé vraiment super. Ça paraît un peu bateau, mais voilà. Et j'avais 2 questions. La première, c'est vous avez eu combien de jours de tournage? Et la deuxième, c'est est-ce que vous avez une anecdote rigolote sur le tournage? On commence par le côté sérieux, les jours de tournage. Les anecdotes, je crois que vous n'êtes pas prêts. On a des trucs, vous pouvez vous imaginer. Enfin, non, peut-être pas. Mais on a eu 37 jours de tournage. J'ai une de mes anecdotes préférées, mais je ne sais pas si je peux la raconter. Non, mais ça, en même temps, il faut l'avoir vécu. Je ne sais pas si ça va vous faire rire. Non, après, tu peux raconter quand tu es la contrôleur. Après, tu peux l'amener jusqu'au moment où tu as montré au contrôleur. Les conciliabules, je vois, pour voir ce qu'on peut raconter. Voilà. Bon, pardon. Allez, j'essaye de faire vite. Eh ben, on fait des répètes. Donc, il y a une répète avec la personne, le client qui se fait sodomiser, justement avec la coordinatrice d'intimité et même la coordinatrice de cascade, je ne sais plus. En tout cas, voilà. Oui, elle était là. Et donc, on fait des répètes. Mais les accessoiristes, ils avaient énormément de travail, parce que comme vous avez pu voir, il y a énormément de décors sur le film. Et donc, quelqu'un me dit, tu verras, dans un sac, là, dans la salle de répète, il y a le god ceinture. Donc, il y avait beaucoup de répètes, donc j'avais pas eu le temps d'ouvrir le sac. Et j'ouvre le sac, et là, c'est un gigot d'agneau. Je sais pas comment vous dire. C'est un truc. Et puis il est comme ça. Mais à côté, je veux dire, c'est pas possible. Manon le met, il est plus gros que Manon. Et il faut faire des répètes avec ça. Et moi, je suis en PLS. Je rigole tellement que j'arrive pas à me concentrer sur ce que me dit Monia. Et là, plus dans cet angle-là. Et là, si on met la caméra, moi, je sais plus rire. Je sais plus parler. Et voilà. Et donc, quelques
genre à quelques... voilà, je le prends en photo quand même parce que je trouve ça énorme. Et sur Manon, donc vraiment plus gros que Manon, le truc. Et ça ressemble vraiment à un pénis. Je veux dire, vous ne pouvez pas vous y tromper. Et je prends le train et je cherche mon billet. Et je demande je le montre au contrôleur. Et en fait, c'était la photo d'après. Et je lui montrais la photo de Manon avec... voilà. Grand moment de solitude. C'était vraiment une très belle anecdote. Merci. Merci beaucoup. Quelqu'un peut répasser ça ou on reste sur le gigot? Je pense qu'on en a des millions, mais venez boire un verre avec nous. On va bientôt aller boire un verre, mais est-ce que quelqu'un veut encore intervenir dans la salle? Pas tout de suite. Moi, j'ai une petite question. Il y a une conférence de presse ici, au Palace, pour annoncer les films qui étaient à Cannes, dont Kika. Puis il y avait aussi les Frères Dardenne qui étaient présents. Et vous avez commencé à présenter le film en disant ça commence comme un film de Frères Dardenne, mais ça finit pas pareil. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça, de votre approche du genre, ou justement de ne pas aller dans les genres et de s'en affranchir? Non, après, tout ce que je dis n'est pas à prendre... je dis plein de trucs débiles. C'était plus pour parler du genre, parce qu'on a parlé de la comédie romantique, et puis il y a des choses très dramatiques, des choses très sociales aussi. Voilà. Le film, il n'est pas facile à mettre dans une case. Non, mais j'aime beaucoup les Frères Dardenne, mais c'est vrai. J'aime beaucoup les Frères Dardenne, mais c'est vrai que j'ai pas tout à fait le même style. Et c'était important pour moi de parler de gens qui sont dans une certaine précarité, mais en même temps de ne pas dire que la précarité d'eux. Parce que je sais que les gens qui sont dans la précarité sont aussi des gens qui par ailleurs peuvent avoir des grandes histoires d'amour, qui par ailleurs peuvent avoir un regard très acéré sur ce qu'ils sont et ce qu'ils représentent, etc. Donc je voulais que le film commence un peu comme un drame, comme un film des Dardennes, quoi, et puis que tout d'un coup on se retrouve dans une comédie romantique, et puis tout d'un coup qu'on se retrouve dans un drame social à nouveau, et puis que le film change complètement et que ce soit presque un film de genre. Enfin, voilà. Et moi je trouvais ça amusant, et aussi c'était un challenge de se dire est-ce qu'on arrive à trouver une tonalité et un film qui se tient en passant par des codes qui d'habitude sont très... des genres qui sont très codifiés, quoi. Et j'ai trouvé ça très amusant à faire. Alors, il y a une séance juste après nous dans la salle, donc on va devoir libérer l'espace, mais quelques petites choses avant qu'on parte. D'abord, vous avez tous reçu normalement des bulletins pour voter pour le film, donc n'hésitez pas. Ensuite, je rappelle que le film sort mercredi prochain en salle, donc le 25 juin, parlez-en autour de vous, c'est super important pour sa vie dans les salles. Et pour finir, je pense que tout le monde vous donne rendez-vous sous le chapiteau pour aller discuter et partager des anecdotes sur le film. Merci beaucoup à vous toutes. Merci.